Bonsoir, j'espère que vous avez passé un excellent dimanche. Il est tout juste 18h30 sur Oula, c'est l'heure du journal. Voici le sommaire. Pilier stratégique de l'économie nationale, le secteur de l'automobile bat chaque année des records de production et d'exportation. Le Royaume est également en train de se positionner comme un acteur majeur du véhicule électrique. Nous irons à Marrakech avec le tombé de rideau de la 39e édition du Grand Prix Hassan II de tennis. L'Italien Luciano Darderi décroche le prestigieux trophée face à son adversaire du jour, le Néerlandais Talion Griespoor, en 2-7 et 2 tie-break, 7-6 et 7-6. Un match très serré. En fin de journal, une immersion dans l'art et l'artisanat mexicain. Le musée Yves Saint-Laurent de Marrakech propose un voyage inédit à travers une exposition qui invite à découvrir plus de 90 œuvres et objets d'exception issus de collections publiques et privées, retraçant la présence de l'avifaune dans la culture mexicaine depuis l'ère précolombienne jusqu'aux créations contemporaines. Avant de développer les titres, ce rappel, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay el-Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid, de son Altesse le prince Moulay Ahmed et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a accompli lundi la prière de Eid al-Fitr béni à la mosquée El-Fes au Méchoir à Rabat. En provenance du palais royal de Rabat, le cortège royal s'est dirigé vers la mosquée El-Fes au milieu des vivas et des acclamations des citoyens venus exprimer donc leurs meilleurs vœux à Sa Majesté le roi Amir al-Mouminin et partager avec le souverain la joie de cette heureuse fête qui couronne le mois sacré de Ramadan. Après la prière de l'Eid, l'imam a prononcé un prêche dans lequel il a souligné que les croyants ont baigné tout au long du mois sacré de Ramadan dans un climat de piété, de spiritualité, de recueillement et de bénédiction divine. Et au palais royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mouminin a reçu les vœux du chef du gouvernement, des présidents des 2 chambres du Parlement, du président délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, premier président de la Cour de cassation, du président du ministère public, procureur général du roi près la Cour de cassation, du doyen du corps diplomatique islamique au Maroc, ambassadeur de la République du Cameroun, des présidents des instances constitutionnelles et de plusieurs hautes personnalités civiles et militaires. Place à présent au décryptage de l'actualité de la semaine. C'est avec notre consultant, le professeur de droit et politologue Moustapha Srimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'abord, cette déclaration du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a réitéré donc la position de la France, exprimée d'ailleurs au plus haut niveau de l'État, soutenant la souveraineté du Maroc sur son Sahara. C'était une déclaration faite lors de l'audition mercredi devant la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale française. Une réaffirmation de la France qui prend d'ailleurs la présidence tournante du Conseil de sécurité. Ça sera lors de ce mois d'avril. D'abord, c'est l'agenda. C'est un agenda franco-algérien qui se décline sur plusieurs points. Le 31 mars, il y a eu un entretien téléphonique entre le président Macron et le président Tebboune. C'est à cette occasion-là qu'il a été décidé donc d'instaurer un climat de contact et, si possible, de normalisation. Ensuite, il y a aujourd'hui même la visite du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Alger. Il a été reçu par son homologue algérien, Ahmed Attaf, et reçu également par le président Tebboune. Maintenant, la citation à laquelle vous faites référence est intéressante, c'était mardi 2, devant l'Assemblée nationale française. Qu'a dit ce même ministre français des Affaires étrangères? Il a dit ceci: notre vision du présent et de l'avenir avec le Maroc
cadre avec la souveraineté marocaine en conséquence directe du plan d'autonomie marocain. Donc c'est extrêmement précis. Nous sommes donc dans un schéma de continuité par rapport aux positions exprimées dans le message du président Macron le 31 juillet dernier, Sa Majesté le Roi, à l'occasion de la fête du trône, réitéré devant le Parlement lors de la visite du chef d'État français le 28 et 30 octobre dernier. Et c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre solution réaliste et crédible que le plan d'autonomie. Ça a été redit par le ministre des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Et forcément, il y a l'appui, en conséquence, à la solution onusienne. Donc nous en sommes là. Autre observation, le président Tebboune a déclaré quelques jours auparavant que l'Algérie n'était pas dérangée par l'amitié entre la France et le Maroc. Ce qui est quand même, ce qui prête à sourire, qui est quand même une contre-vérité, compte tenu de tous les actes et de toutes les déclarations d'Algérie, précisément le fait de la nouvelle position de Paris sur la question nationale. Autre point, donc, il n'y a rien à attendre à propos de la perspective, la normalisation des relations entre Paris et Alger. Il n'y a rien à attendre pour ce qui est d'un éventuel infléchissement de la position française sur la question nationale. C'est un grand échec de la diplomatie algérienne, puisqu'elle avait pratiqué une politique de rupture avec Paris, comme elle l'avait pratiqué d'ailleurs, voici, près de 3 ans avec l'Espagne, etc. Donc c'est un grand échec de la politique algérienne, et c'est la consécration en même temps du bien fondé de la position algérienne. La question nationale revient, vous l'avez dit, au Conseil de sécurité de ce mois d'avril, exactement le 14 avril. C'est une réunion à huis clos intéressante, avec un rapport de Staffan de Mistura, envoyé personnel, et du russe Ivan Kerr, donc qui va faire un rapport sur l'état des lieux pour ce qui est de la mission de la MINURSO. Le Maroc attend avec beaucoup de sérénité ce rendez-vous-là, parce que ses positions sont confortées, elles sont conformes à la légalité internationale et conformes qui plus est aux résolutions du Conseil de sécurité réitérées depuis pratiquement 2007. Autre actualité à la une, Mostafa Srimi, le Maroc a été à la tête du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine pour le mois de mars, l'occasion de réitérer l'engagement ferme du Royaume en faveur de la sécurité et de la paix dans le continent. Alors, quel bilan faites-vous de la présidence marocaine ? Le bilan du mois de mars, où le Maroc a assuré la présidence mensuelle tournante du Conseil de paix et de sécurité, doit être mis en perspective par rapport à d'autres faits. Le retour du Maroc à la famille africaine fin janvier 2017, février 2018, un an après l'élection du Maroc comme membre du Conseil de paix et de sécurité, c'est-à-dire un an après sa réadmission, pour un mandat de 2 ans. Mandat de 2 ans qui a été prolongé par un autre mandat de 3 ans pour la période 2022-2025, c'est extrêmement important. Ça témoigne quoi? Ça témoigne du leadership, de la crédibilité, du rôle du Maroc au sein de cette institution africaine qui est un peu le pendant du Conseil de sécurité pour ce qui est des Nations Unies, puisqu'il y a un certain nombre de missions qui sont dans son périmètre. Pour ce mois-ci écoulé donc du mois de mars, le Maroc a joué un rôle intéressant, significatif dans plusieurs domaines. Notamment, le thème débattu, c'était l'intelligence artificielle, la paix et la sécurité, où le Maroc a des idées, vous le savez, et il y a une réflexion nationale d'avant-garde sur ça. Également, le Maroc a joué un rôle pour ce qui est de l'impact du changement climatique. Là encore, nous sommes performants avec une valeur ajoutée. J'y ajoute un rôle de modération et de paix, de conflit, pour ce qui est de 2 éléments en particulier. Le problème, c'est l'examen de la transition politique et démocratique dans un certain nombre de pays, 6 qui sont suspendus. Les 6 pays sont les suivants, c'est le Mali, le Burkina Faso, vous le savez, le Niger, la Guinée, le Soudan et le Gabon. Donc un rôle unitaire. Ils ont été suspendus, il y a une transition politique démocratique qui a été problématique, donc il faut quand même voir l'état d'avancement de ces transitions et œuvrer pour qu'ils rejoignent la famille africaine. J'y ajoute aussi le rôle du Maroc pour ce qui est d'un autre thème, pour ce qui est du thème suivant,
suivant, les femmes, la paix et la sécurité, etc. Et le conflit du Soudan. Évidemment, la situation au Soudan qui est une situation difficile, et le rôle de Conseil de paix et sécurité pour ce qui est du Sud-Soudan qui est confronté, vous savez, à une crise sécuritaire majeure. Et puis on enchaîne, Mustafa Sahimi, avec ce grand titre tout aussi à la une, et c'est l'événement, c'est l'actualité internationale ces derniers jours, les nouveaux droits de douane imposés donc par le président américain Donald Trump sur les importations américaines en provenance du reste du monde. Alors que retient-on de cette décision et quels en seraient les effets à court et moyen terme sur l'économie mondiale? Nous avons d'abord, vous le savez, un accord de libre-échange avec les États-Unis qui a été signé en 2004 et entré en vigueur en 2006. Le bilan de cet accord est intéressant, c'est de fortes progressions des importations, des exportations. Par exemple, pour 2024, les exportations américaines ont été de 5,3 milliards de dollars. Les importations du Maroc ont été seulement de près de 2 milliards de dollars. Conséquence, nous avons une balance commerciale déficitaire avec les États-Unis. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est intéressant. La position de la nouvelle administration américaine, président Trump, c'est de dire notre économie est pénalisée du fait des grands déficits qu'il y a avec un certain nombre de pays. En premier, la Chine, ensuite l'Union européenne, le Japon et d'autres pays, etc. C'est pas le cas. Et le Vietnam. Le Vietnam, le Cambodge, etc. C'est pas le cas. Donc voilà, premier élément. Deuxième élément, la taxation pour le Maroc est de 10%. Elle est de 30% pour l'Algérie, de 20% pour la Tunisie, etc. Nous sommes quelques pays avec l'Égypte à avoir une taxation minimale. C'est une taxation de faveur, il faut bien le dire. Pourquoi? Compte tenu des liens du partenariat stratégique économique avec les États-Unis et compte tenu du fait que finalement ça aura que peu d'impact, suivant les déclarations des spécialistes marocains interrogés là-dessus, ça aura que peu d'impact. Je vais vous donner un chiffre. La part du Maroc dans les importations des États-Unis, vous savez quel est le chiffre? C'est 0,06%. Et la part des exportations marocaines, la part des États-Unis dans les exportations marocaines, c'est 3%. Donc il y aura évidemment quelques effets, mais tout à fait marginal. En tout cas, ça traduit bien le lien privilégié, particulier, solide, multidimensionnel entre Washington et Rabat. Mustafa Sahimi, merci de nous avoir éclairé sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que bien sûr vous êtes professeur de droit et politologue. Merci. Merci à vous. Le secteur automobile au Maroc, une success story exemplaire à l'échelle du continent. Le secteur bat chaque année des records de production et d'exportation avec la construction d'1 million de véhicules par an. L'industrie automobile marocaine dégage une croissance annuelle à 2 chiffres en termes d'emploi et d'exportation et marque surtout un saut qualitatif pour ce qui est de la transition vers l'électrique. Mohamed El Jabri, Imanablo. C'est une histoire à succès bien de chez nous. L'industrie automobile fait entrer le royaume dans le club des grands, avec une intégration locale qui se renforce, notamment avec la production de moteurs, de pneumatiques et de composants technologiques. Actuellement, la capacité de production automobile est passée de 700 000 à 1 million de véhicules par an. L'objectif est d'atteindre 3 millions d'ici 2030. Le secteur automobile est un fleuron de l'industrie nationale qui confère au Maroc un rayonnement à l'international. Durant l'année en cours, les exportations marocaines devront dépasser 150 milliards de dirhams. C'est d'ailleurs le premier secteur exportateur du pays. Et avec la transition vers l'électrique, le pays voit encore plus grand. 30 à 40% de la valeur d'un véhicule repose sur les batteries et leurs composants. Le développement d'un écosystème dédié aux batteries et au système de gestion représente donc une opportunité stratégique pour le Maroc. Le royaume a lancé d'importants projets pour ce qui est des voitures électriques.
Il y a une grande usine à Jarf el-Sfar, une autre à Tanger et à Kenitra, sans oublier l'apport d'un acteur incontournable dans cette dynamique, l'OCP. Tout cela donne beaucoup d'avance au Maroc sur nombre de ses concurrents dans ce domaine. Une tendance qui se confirme d'année en année. En mai 2023, un projet novateur est présenté devant Sa Majesté le roi Mohamed VI, le prototype du premier véhicule à hydrogène Made in Morocco, une plateforme compétitive de la production automobile. Une dynamique vertueuse boostée par une vision royale clairvoyante. En 2 décennies, l'industrie automobile s'est hissée à des niveaux de développement soutenus. Une croissance annuelle à 2 chiffres et des opportunités remarquables à l'emploi. Le secteur est pourvoyeur de plus de 200 000 postes d'emploi et enregistre une forte présence des géants de cette industrie qui se chiffre à ce jour à plus de 200. Grande mobilisation en soutien à Reza Rabat ce dimanche. Ils étaient des milliers venus de toutes les régions du royaume pour prendre part à la marche nationale imposante en soutien aux Palestiniens, dénonçant le génocide en cours dans l'enclave palestinienne. Partie de Bab el-Had, la manifestation a réuni un large éventail de représentants politiques, syndicaux et associatifs. Une mobilisation qui intervient dans un contexte d'intensification des attaques israéliennes sur Gaza. Depuis le 18 mars dernier, plus de 1200 personnes ont été tuées, plus de 3000 autres blessées, majoritairement des femmes et des enfants. Nous allons à Marrakech à présent avec la tombée de rideau de la 39e édition du Grand Prix Hassan II de tennis et de 2 pour l'Italie. Après Matteo Berrettini, vainqueur de l'édition 2024, un autre Italien, Luciano Darderi, décroche le prestigieux trophée face à son adversaire du jour, le néerlandais Taylan Grispoor. Et c'était en 2-7 et 2 tie-break, 7-6, 7-6. Un match, il faut le dire, très serré. Dominique Orlando et Mohamed El Jabri. Elle a mis un peu de temps à se déployer, cette finale du Grand Prix Hassan II de tennis qui s'est tenue ce dimanche à Marrakech, dans un stade quasiment au complet pour les 2 joueurs, dont c'est la toute première confrontation sur le circuit. Il s'agissait de conserver et en priorité son service, ce qui fut le cas de part et d'autre jusqu'à 6-6. Et avant que ne se détache dans le tie-break, l'Italien Luciano Darderi, qui n'est donc plus qu'à 1-7 pour succéder à son compatriote Matteo Berrettini, vainqueur ici même en 2024. Quasiment du même ordre, le second set qui se prolongera également jusqu'au tie-break. Malgré son peu d'expérience sur le circuit, le tout jeune Italien va finir par s'imposer. Il décroche ainsi à Marrakech le tout premier titre de sa carrière qui est déjà très prometteuse. Président du comité national olympique marocain, Luciano Darderi. Un dimanche de sport, cap maintenant sur la province d'Azilal qui marque la fin du 20e rallye diplomatique. La 5e et dernière étape a relié la localité de Binlouiden à Fourer. Et c'est l'équipage de l'ambassadeur de Norvège au Maroc qui remporte cette nouvelle édition devançant l'équipage roumain. Omar Jraidi, Zakaria Moukhinbillah avec Adl Ilalchab. Arrivée du convoi du rallye national du corps diplomatique dans la commune d'Efourer, province d'Azilal. Une clôture en apothéose pour la dernière étape qui a relié la localité de Binlouiden à Fourer sur près de 41 km. Sur leur parcours, les participants ont traversé les somptueuses cascades d'Ouzoud et d'autres sites touristiques. Les ambassadeurs ont constaté de visu l'important élan de développement qui intéresse la province grâce à des projets à haute valeur ajoutée.
Je suis très content de les avoir visités et je remercie beaucoup l'organisation de cette rallye internationale pour les diplomates du Maroc. C'est une opportunité géniale pour être ensemble, beaucoup de diplomates, mais aussi pour connaître les endroits du Maroc profond. J'ai fait un tour au Maroc de 2011 à 2016 et Ouzoud était beaucoup moins développé. C'est impressionnant comment la région s'est développée, comment elle s'est nettoyée. C'est vraiment magnifique de voir les chutes. C'est vraiment une grande découverte de cette région de Beni Mellal et d'Assilal que nous avons visité avec tous les ambassadeurs de l'Union européenne il y a un mois et demi, mais qui nous sont revenus. Je suis revenue pour la voir d'une autre façon et surtout avec toute la beauté après les pluies. C'est finalement l'équipage de l'ambassadeur de Norvège au Maroc sur Larsen qui remporte la 20e édition du rallye national du corps diplomatique. Parmi les objectifs de cet événement, promouvoir les potentialités économiques, culturelles et touristiques du royaume et des régions traversées. Cette visite des diplomates aux cascades d'Ouzoud permet de transmettre l'image d'un Maroc riche de son histoire, contribuant ainsi à la promotion de son identité et de ses valeurs, et de promouvoir le tourisme dans ces régions. La période y est propice, car les cascades d'Ouzoud connaissent une grande affluence durant le printemps. Un total de 131 ambassadeurs et diplomates se sont aventurés dans ce rallye, dont le coup d'envoi a été donné depuis Rabat en passant par Beni Mellal, Bin Louiden et Dmnet. Cette manifestation automobile contribue ainsi à valoriser la spécificité de l'identité marocaine, basée sur le partage de valeurs, l'échange et l'hospitalité. Une immersion à présent dans l'art et l'artisanat mexicain, nous le disions en titre. Pour la première fois au Maroc, plus de 90 œuvres et objets rares issus de prestigieuses collections mexicaines sont exposés au musée Yves Saint-Laurent de Marrakech, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Cette odyssée visuelle et anthropologique retrace la présence de l'avifaune dans la culture mexicaine depuis l'ère précolombienne jusqu'aux créations contemporaines. Mu'tasim Billah El-Bouazaoui, Maria Oued. Des pélicans, des hérons, des canaris sculptés posant à côté de parures ciselées et de tableaux tissés. Tel est l'univers de cette exposition qui donne à voir la diversité anthropologique du Mexique et de l'Amérique latine. Issus de collections publiques et privées, ces objets aux allures d'artefacts traversent le temps et les époques pour s'exposer au regard de tous, comme un dialogue des civilisations. Cette exposition, c'est aussi le résultat de la collaboration entre les institutions marocaines et mexicaines, publiques et privées, et aussi de la participation des collectionnistes privés qui ont généreusement prêté leurs pièces d'art et d'artisanat pour montrer au public du musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. Des volières et des plumes de différentes textures, des vases et des objets décoratifs en poterie tapissent l'espace feutré du musée Yves Saint-Laurent comme une odyssée visuelle qui se contemple avec les yeux et l'âme tout entière. C'est donc la première fois que on découvre ici au Maroc, même en Afrique, les arts populaires mexicaines. Et donc, on est très, très heureux de partager cette vaste culture d'Amérique latine ici au Maroc et ici à Marrakech. Inédite, singulière et immersive, Oiseaux du Mexique se mue en une véritable vitrine des traditions latino-américaines, au cœur d'un patrimoine millénaire aussi intéressant que merveilleux. Une exposition à aller voir et je rappelle que c'est au musée Yves Saint-Laurent de Marrakech. Voilà, c'est la fin de notre édition. Excellente soirée, on se retrouve demain lundi, 18h30.